Bonjour, Yanis Méziane, je suis athlète en équipe de France sur le 800 mètres. Cette année, j'ai participé au championnat du monde à Budapest où j'ai fini demi-finaliste, donc 10e. Et puis j'ai abaissé mon record en 1,43,94 par deux reprises lors de la Diamond League à Bruxelles et puis en finale de la Diamond League à Eugene. Bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Yanis Méziane. Yanis est spécialiste du 800 mètres. À 21 ans, Yanis vient de réaliser une saison 2023 tout simplement exceptionnelle. Champion d'Europe Espoir, demi-finaliste des mondiaux seniors, deuxième du meeting Diamond League de Bruxelles, quatrième de la finale de la Diamond League à Eugene, et un record personnel passé de 1,45,52 à 1,43,94. Dans cet épisode, Yanis nous parle évidemment de sa saison et de ce qu'elle a changé pour lui, mais aussi de ses débuts, de ce qu'il aime dans le 800 mètres et de comment il concilie le sport et les études. Bonne écoute. Salut Yanis, bienvenue sur le podcast. Salut, enchanté, avec plaisir. Je sais pas si tu le sais, mais avec le podcast, j'ai envie de donner la parole à des athlètes du monde entier. Et je me suis rendu compte en faisant mes recherches que à toi tout seul, tu représentes déjà plusieurs continents. Oui, T'es né au Japon, c'est ça. ton frère est né en Australie, Oui, ta mère est allemande, oui, tu représentes la France. oui. Ton père, il est français ou c'est encore un autre pays? C'est encore un autre pays, il est d'origine algérienne aussi. Il a vécu là-bas, donc oui, ça fait beaucoup de pays, ouais. Tu te sens citoyen du monde? C'est ça. Avant tout français, bien sûr, mais content d'avoir pu avoir été éduqué aussi dans d'autres cultures. Donc ouais, c'est ça, c'est un mélange de tout et c'est ce qui fait la personne que je suis actuellement aussi. T'as deux langues maternelles, français et allemand. Ouais, c'est ça. Einfach beeindruckend. Je parle pas allemand comme toi, mais je me débrouille un peu, mais je préfère le français. Donc on va continuer en français si ça ne te dérange pas. Oui, ça me va aussi. Comment ça se fait que t'es né au Japon? C'est à cause de mon père qui a travaillé 4 ans là-bas, 4-5 ans, ouais. Donc sur la préfecture d'Okinawa, c'est une petite île dans le sud du Japon. Et puis ouais, il était là-bas en tant qu'enseignant-chercheur dans la biologie marine. Ok. Et puis ma mère l'a rejoint. Et voilà, je suis né vers la fin du séjour. Puis ensuite, on est retourné vite fait en Europe avant de repartir, du coup, 3 ans en Australie. Ok. Et voilà. Et t'as la double nationalité franco-allemande ou t'es que français? Du coup, j'ai la triple. Ah, Donc, triple? ouais, j'ai franco, Allemagne et algérienne. J'ai les trois. Ah, ok, je pensais que t'allais me dire japonais, mais t'es pas japonais. Non, non, japonais, non. Ok. J'ai pas pu l'avoir. La question s'est posée du pays que t'allais représenter ou ça a toujours été la France? Non, pas spécialement. Je me suis toujours dit que j'étais en France et que naturellement, j'allais courir pour la France. Enfin, avant tout, je suis citoyen français. Ouais, je sais pas. L'opportunité, elle est arrivée et puis ça n'a pas été une question en fait. Ok. Et moi, je suis traductrice de formation, je m'intéresse toujours aux langues. Je me demandais, quand on est bilingue comme toi, par exemple, tu rêves en quelle langue? En français, je sais pas si ça m'est déjà arrivé de vivre en allemand, enfin de rêver pardon en allemand. Mais peut-être que quand je suis avec des personnes de la famille allemande, par exemple, peut-être que du coup ça va être en allemand, oui. T'es vraiment aussi à l'aise dans les deux langues? Non, je suis quand même plus à l'aise en français. L'allemand, si je suis bilingue, mais on va dire que sur des sujets un peu plus poussés, ça va être peut-être un peu plus compliqué. J'ai pas des termes un peu scientifiques, tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. Mais là, on est sur c'est du niveau élevé, quoi. Ok. J'ai vu que t'avais eu envie de faire du sport en regardant les Jeux de Pékin à la télé. Mhm. C'est marrant parce que j'ai beaucoup d'invités qui ont eu envie de faire du sport en voyant le fameux concours de longueur de Tokyo 91 entre Mike Powell et Carl Lewis. Mais toi, t'avais, si je calcule bien, moins 11 ans à l'époque. Ouais. Donc tu risquais pas de, tu risquais pas d'avoir vu ce concours-là. T'es de la génération suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sport en voyant ces jeux-là? Déjà de base, je suis un enfant, on va dire. Je suis pas hyper actif, mais j'étais très très actif. J'étais assez perturbant dans le sens où je courais partout. Moi, je sais déjà que à l'époque, mes parents ils étaient toujours inquiets parce que je me perdais dans le supermarché, etc. Enfin voilà, j'étais un petit sportif qui courait partout, quoi. Donc ouais, non, j'ai toujours été un peu initié dans ça, je pense. Enfin, ça a toujours fait partie de moi. Et puis, quand j'ai commencé à vraiment regarder les compétitions sportives, donc je pense que j'ai quand même commencé par le foot. Puis après, les JO, c'était la première fois où j'ai un peu découvert enfin, les JO à Pékin, où j'ai découvert toutes les différentes variétés de sport, et notamment l'athlétisme et le handball.
et c'est ça qui m'a ouais, ça m'a franchement, ça m'a vraiment plu et c'est pour ça que j'ai commencé après. Déjà avec le rêve de faire les Jeux un jour? Oh, je pense pas, ça pour le coup, c'était peut-être plus un rêve pour mon père de base. Je pense que lui, il l'avait quand il était jeune, mais bon, il avait pas, enfin, il a jamais eu le niveau pour y parvenir, mais après, il s'est toujours dit, bah, pourquoi pas, mon fils alors, et au final, petit à petit, j'ai envie de dire, même il y a 4 ans, je savais pas si c'était un rêve atteignable, et maintenant, on en arrive à là où c'est un objectif, donc, Ouais. Ton père, il faisait de l'athlé aussi ou un autre sport? il a fait un peu de tout, mais il a fait un peu d'athlé aussi, oui. Mes parents ont fait un peu de sport dans leur jeunesse, donc ça leur est pas inconnu. Ok. J'ai vu quand tu as commencé, tu as fait un petit peu tout en athlé, du javelot notamment, Oui, du bah, 400 j'ai mètres. fait javelot, 400 et puis, ouais, j'ai commencé avec le 400 avant de faire du 800. Puis même dans les catégories minimes, on doit faire les triathlons, je faisais pas mal de triple saut aussi et bien sûr, je faisais du handball à côté où j'en ai fait, en parallèle de l'athlétisme pendant 10 ans. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'être assez bon sur le javelot aussi. J'ai fait quoi, 53 mètres, je crois, avec le 700 grammes. Donc oui, le handball, ça a aidé par rapport à ça. Ouais. Tu as choisi l'athlé parce que tu préfères les sports individuels? En fait, j'ai fait les deux jusqu'en 2019, donc jusqu'à ce que bah, quand j'ai eu le bac. Et après, quand je suis passé en études supérieures, j'ai choisi un des deux. Et puis, vu que j'avais fait quatrième au championnat de France sur 400 mètres, en sachant qu'il y avait encore une grosse marge de progression, je savais qu'il fallait que je me tourne vers l'athlétisme. Et je savais que le handball, même si j'adorais, et justement, je pense que l'esprit collectif, c'est quelque chose que je préfère, Ok. mais c'était plus du loisir en fait. À la fin, c'était vraiment plus du loisir et moi j'adore la compétition et puis je sais que je pouvais arriver à un certain niveau donc je me suis tourné vers l'athlétisme. Ça pourrait être bien pour toi de faire un 4x8. C'est pas hyper couru, mais si t'aimes bien être en équipe, Ah c'est. bah ouais, Et en c'est clair. France, il y a de quoi faire un bon relais. Oui, je sais pas si on aura l'occasion un jour d'aligner les Français qu'on a actuellement là sur 800 mètres pour essayer de battre, je sais pas c'est quoi le record de France ou même le record du monde, mais non, je pense que ça pourrait être intéressant, oui. Et donc, comment t'es passé du 4 au 8? En fait, moi, j'ai fait toute ma jeunesse, je l'ai faite sur les crosses, et puis je faisais du 1000 mètres aussi. J'ai jamais fait le sprint, jamais fait de sprint. Et ensuite, j'ai fait un passage sur 400 parce que mon coach à l'époque, il pensait que, enfin, lui était dans l'optique de, il faut que tu gagnes la vitesse pour qu'ensuite tu passes sur 800 et que tu sois bien niveau vitesse là-dessus. Ok. Et je pense que ça a été une bonne idée. Je pense que, en fait, dans la tête de mon coach, il m'a fait faire du 400 en sachant que j'allais faire du 800 après. Puis en fait, naturellement, même quand j'ai fait mes 2 ans de 400, j'avais fait un peu de 800. Moi, je savais que ça allait sûrement arriver comment dire, que je me spécialise sur 800 mètres, voilà. Et ton entraînement a changé quand t'es vraiment passé sur 8? Je sais pas, je pense que ça a pas énormément changé. Après, ça a quand même changé si, parce que dans le sens où avant, j'étais pas du tout professionnel, dans le sens où, enfin, quand j'étais en terminale, je m'entraînais peut-être 4 fois, ouais, 4 fois par semaine. Ensuite, il y a eu toute la période du Covid. Donc le Covid où j'ai fait partie de ceux qui ont laissé un peu tomber, enfin qui ont eu une baisse de motivation, tout ça. Donc vraiment pendant 3 mois, je crois, bah j'ai rien fait en fait. Je me suis pas du tout entraîné. Donc là, c'était quoi? C'était 2020. Ouais. Puis après, il y a eu la saison estivale 2020 qui était un peu biaisée où on avait repris en juillet, tout ça. Donc bon, c'était pas fou. Mais en septembre, j'avais fait un 800 et j'avais fait une 52. Ce qui était vraiment bien, du coup. C'était quoi? J'étais junior 1. Et je me suis dit, ah oui, c'est sympa avec seulement, on va dire, 3 mois d'entraînement. C'était vraiment pas mal. Et ensuite, on arrive à la saison hivernale. Et après la saison hivernale, il y a eu Covid, mais là, on a eu le droit de s'entraîner. Donc en fait, je faisais que ça. Je faisais mes cours en distanciel et je m'entraînais, bah, je sais quoi, c'était 5 fois, 6 fois, mais où je m'entraînais bien du coup. Et puis, bah, c'est cette année-là où du coup, j'ai commencé à être vraiment, à performer et puis faire ma première médaille au championnat d'Europe junior. Voilà. Donc, t'avais retrouvé la motivation. C'est ça, la motivation que j'ai retrouvée. En fait, je pense que ce qui était cool aussi, c'est que c'était le seul moment où on pouvait sortir dehors. Bah, avec tous mes collègues de l'athlé, c'était un peu ça. Donc, on se rejoignait aux entraînements et en fait, c'était devenu un vrai plaisir de s'entraîner. Ok. Et ça, j'ai trouvé ça super important. Et d'où l'aspect aussi un peu
collectif de l'athlète qui est important, je pense. Et est-ce que se passer sur 400, ça t'aide maintenant sur certains schémas de course sur 8? Ah bah, je pense que ça m'aide, oui. Après, je continue toujours de m'entraîner un peu sur, on va dire de l'aspect 400, sur, de la vitesse lactique. Mais je pense que oui, mes temps sur 400 maintenant, m'aident sur, notamment les premiers tours très rapides en Diamond League où je passe en 49, en 49,5. Faut les faire quoi, faut les Ouais. tenir. Et après, faut en tenir un deuxième tour. Donc bon, je sais pas si c'est l'idéal de courir comme ça, mais qu'en championnat, bah, en demi-finale justement des championnats du monde, je cours en petit 49. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, vu qu'il y a tout le monde qui part, tu réfléchis pas et t'es obligé de partir comme ça. Et au final, à la fin, bah, c'est celui qui tient le plus. Ouais. Mais non, mais je pense que ça m'a aidé, oui. Et c'est important. Que j'ai eu Agnès Rarolaï sur le podcast qui disait que son passé sur 4 donnait l'impression aux gens que elle allait forcément avoir un bon finish. Mhm. Mais il y a quand même 2 tours à enchaîner. C'est Oui. pas. Non, mais c'est clair. Après, moi, je pense que le fait que j'ai quand même une base foncière, puis en fait, depuis le début, j'ai jamais arrêté la base foncière, hein. J'ai toujours été sur les crosses, 1000 mètres, etc. Donc, je pense que ça aide aussi, le fait de pouvoir bien tenir le deuxième tour. T'as déjà fait des 600? Pas en compète, non. Et même à l'entraînement, je crois que si, j'en ai déjà fait à l'entraînement, mais jamais une fois à fond. Ça pourrait peut-être être une distance Oui. intéressante pour toi. Ouais, 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 je pense que en bonne forme, ça pourrait être bien pour moi, ouais. J'ai vu qu'en interview, tu avais dit, je te cite, je pense que la bonne base de vitesse est plus importante que la base de fond sur le 800. Le fond est plus facile à travailler. Je pense que oui. Le fond, c'est comment dire? Je pense que acquérir une très bonne base de vitesse, ça demande beaucoup plus d'entraînement et plus de temps surtout qu'une base foncière qui peut se travailler plus facilement aussi, notamment bah, sur une période hivernale où bah, justement souvent on va beaucoup plus axer sur le foncier parce que le sprint en hiver quand il fait 5 degrés, c'est compliqué pour les ischios, enfin pour les muscles et tout. On a tendance à pouvoir se blesser plus facilement. Donc ouais, non, je pense que sur le 800 en tout cas, je pense que ça peut être compliqué pour quelqu'un qui passe pas en dessous de 50 secondes, enfin qui n'a pas les aptitudes à passer en dessous de 50 secondes sur un premier tour. Je pense que c'est compliqué pour lui d'être dans les tout meilleurs mondiaux. C'est mon opinion en tout cas après. Et tu devrais passer sur 15 un jour. Parce qu'on en a vu qui ont fait ça. Je sais pas, moi j'ai pas. En fait, moi, j'adore le 800. Qu'est-ce que t'aimes dans le 800? Je sais pas tout. La dimension quand même assez tactique que j'aime beaucoup. Et puis, je sais pas, moi, j'ai l'impression d'avoir un feeling qui me permet justement d'être bon dans cette discipline que je n'aurais peut-être pas sur un 1500 ou sur un 400, je sais pas. Mais ouais, je sais pas. Je pense, la distance qui me correspond vraiment et dans laquelle bah, je dois rester le plus longtemps possible. En tout cas, cette année, vu la saison que tu as eue, je pense que tu as prouvé à tout le monde que tu étais sur la bonne distance. Si on t'avait dit en début d'année que tu finirais l'année, alors la liste est un peu longue. Champion d'Europe Espoir, demi-finaliste des mondiaux seniors, podium en Diamond League à Bruxelles, finaliste de la Diamond League à Eugene, nouveau record perso en moins d'une 44, t'aurais signé Oui, en début de bah saison? oui, oui. Comme je le disais quand même, mes objectifs de base, c'était les Europes Espoirs, parce que ça me tenait à cœur quand même de finir sur, même si je suis que là, je reste quand même espoir l'année prochaine, mais c'était la dernière compétition internationale dans cette Ok. catégorie, et donc ça me tenait à cœur de finir avec une bonne note chez les jeunes. Et bien sûr, je savais que si j'atteignais cet objectif, bah, les championnats du monde allaient sûrement suivre aussi. Mais me dire que j'allais faire les chronos que j'ai fait et surtout participer à tous les meetings Diamond League là qui se sont enchaînés. Du coup, je les ai quasiment tous faits. En fait, ça, pour le coup, je pense que j'y aurais pas forcément cru. Puis même maintenant encore, je me dis, ah ouais, c'est vraiment pas mal. Et puis au final, je finis quatrième de la Diamond League. Donc non, 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 ça, je pense que c'est sur ce point-là où vraiment je suis le premier surpris. Et est-ce qu'il y a des choses plus particulières qui t'ont surpris en Diamond League? Comme quoi, par exemple, Que ça soit la façon dont ça se passe pendant la compète ou en coulisses ou en chambre d'appel ou peu importe. bah, je pense que ma première Diamond League du coup à Paris, j'étais un peu bah, j'étais un peu impressionné par tout parce que c'était vraiment la première fois où je courais dans une course aussi avec un niveau aussi élevé.
Il y avait tout le gratin mondial sur 800, il y avait à ce moment-là, je crois, il y avait tous les meilleurs qui étaient là. Donc ouais, je pense que j'étais venu, en sachant un peu que j'allais être en retrait et voilà, je savais que c'était plus, pour essayer de faire un bon temps et pour gagner de l'expérience. Ouais. Et au fur et à mesure, je pense que ça, dans ma tête, ça a changé quand j'ai vu que petit à petit, je prenais de la confiance et qu'il y avait certaines personnes, en fait, je pouvais rivaliser avec eux, je pouvais les battre. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de monter en forme sur les différents meetings jusqu'à la finale. Et même à Bruxelles, du coup, quand je finis deuxième, je pense que là aussi, je suis le premier surpris par le temps que je fais et surtout par la course que je fais, qui était pas du tout attendue. Mais en fait, je me suis senti tellement bien ce jour-là que je me vois dépasser parce qu'il y avait deux lièvres. Bon, ça, j'avais pas trop compris pourquoi il y avait deux lièvres. Et surtout qu'il avait un peu fait du mauvais travail. Il avait gêné les Ouais. deux Algériens. Mais ouais, je m'étais surpris à le dépasser et à finir fort. Pas fort par rapport à l'Algérien qui m'avait dépassé, mais j'avais réussi à tenir. Et ça, ouais, non, j'étais vraiment. Là, j'étais impressionné, oui. Cette confiance-là, elle peut s'acquérir qu'en compète, en fait. Ouais, 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 ouais. C'est pas des choses qu'on peut travailler à l'entraînement ou en prépa mentale Non, avant. non, 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 non. Peut-être qu'en prépa mentale, je sais pas, mais je pense que. Parce que j'en ai pas, donc je pourrais pas dire, mais je pense que c'est vraiment en compète qu'on acquiert ce genre de confiance et ce genre d'expérience, oui. Quand tu étais en finale de la Diamond League à Eugene, en chambre d'appel, et personne qui te faisait peur? Non, vraiment, non, j'étais serein. Et puis je pense que, en plus, avec les différentes courses, on commence un peu tous à se connaître. Donc ça va, il y a quand même une bonne ambiance aussi. Puis ouais, non, j'étais serein et j'étais content d'être là et je savais ce que j'avais à faire et voilà. Et c'est drôle parce que tu as fait exactement le même temps à Bruxelles et à Eugene. Oui, Ça, si tu avais voulu, tu pas réussi. non. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as géré les deux courses? Parce que c'est le même chrono, mais c'est pas parce qu'on arrive au même chrono qu'on gère sa course de la même façon. Mhm. Je pense enfin moi j'ai l'impression en tout cas qu'à Bruxelles, je me suis senti plus fort qu'à Eugene. Mais après à Eugene, le niveau était plus élevé aussi. Mhm. Et la course était sensible. Je crois qu'à Eugene, je passe un peu plus lentement. Non, je sais même plus. C'est un tout petit peu plus lentement, oui, peut-être. Et c'est par contre, oui, c'est au 600 où je passe plus vite aux États-Unis. En fait, la course est quasiment la même, juste, il y a du monde qui gêne un peu plus. Par contre, non, c'était la fin qui était plus dure. C'est là où je dis que je me sentais plus fort à Bruxelles. C'est parce que la fin à Eugene était vraiment dure, où je me suis vraiment pris un mur à la fin. Parce que je pense sincèrement que si j'avais le finish, enfin, si j'avais la forme de Bruxelles, du coup, qui était à une semaine avant, peut-être que j'aurais moins craqué sur le finish et que pour le coup, là, j'aurais peut-être fait un meilleur temps. Et la Mais fatigue, tu l'attribues à quoi? Parce que c'est la fin de la saison? C'est le voyage ouais, à je Eugene? pense, fin de la saison, le fait de savoir aussi que peut-être que c'était la dernière course, non, parce qu'en soi, j'étais concentré quand même sur la course, mais peut-être indirectement, il y a un relâchement déjà psychologique. Et puis, ouais, après, c'est une accumulation des différentes courses. Je pense aussi le voyage, le décalage horaire, tout ça, ça peut jouer, je pense. Donc, Ouais, c'est loin Eugene. oui. Quand tu voyages à Eugene comme ça, tu es en classe éco. Alors, nous, on avait eu de la chance d'y aller avec Nike. Ok. Donc, Nike nous avait invités 2 jours avant. Donc, on n'est pas allé à Eugene, on est allé à Portland d'abord. On est allé voir le centre Nike, qui est la base, oui, qui est situé à Portland. Donc, on avait été invités, on a pu visiter les locaux. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Et donc, ils nous avaient payé les billets en business. Et donc, ça, c'était un petit avantage qui était sympa quand même, ouais. C'était la première fois en plus que je voyais en business, donc non, franchement, ça change. Non, parce que je suis allée à Eugene pour les mondiaux l'année dernière et Ouais. vraiment, c'est le bout du monde, hein. Ah ouais, non, c'est vraiment loin. Surtout en direct, parce que du coup, ouais, moi j'ai fait Paris-Amsterdam et Amsterdam-Portland. Et Mm. ouais, c'est long, hein. Ouais. La finale de la Diamond League, c'est à peu près le niveau d'une finale mondiale, c'est les mêmes mecs. Mais est-ce qu'en termes de pression, c'est différent? Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Je pense que en termes de pression, c'est pas du tout la même chose. C'est ok, on sait que c'est une finale avec un niveau qui est sensiblement le même, mais il n'y a pas cette pression qu'il y a un titre mondial à la clé en fait. Et puis même, c'est quand même différent parce que il y a un lièvre qui est présent alors qu'au Ouais. championnat du monde, il y en a pas.
Donc je pense que justement les gars qui sont habitués à courir très vite, et bah eux ils ont moins de pression justement que si ça avait été en finale des championnats du monde, et où bah des gars qui sont plus forts sur des courses tactiques, ils peuvent renverser la tendance. Ouais. Donc ouais, non, je pense que la pression est différente et elle est beaucoup moins élevée sur une finale de Diamond League. Et de façon générale, tu préfères les courses à lièvre ou les courses plutôt tactiques? Ah, je sais pas. Je pense que cette année, quand même, j'ai vu que que j'étais bon sur des courses avec des lièvres, même si bon, je suis pas le meilleur. Il y en a encore qui sont devant moi, hein. Et en course de championnat, la demi-finale, elle est un peu biaisée parce que bah, j'ai l'impression, en fait, on avait un lièvre devant nous. C'était l'anglais. Il a fait 500 mètres avant de se décaler. Et donc, c'était un peu comme si on avait un lièvre. Mais je pense qu'il me manque encore un petit peu d'un kick, comme bah, par exemple au championnat de France élite, où Gabriel Thiol, il me met une vitesse sur le dernier 100 mètres à laquelle je n'ai pas pu répondre et où il a été clairement plus fort que moi ce jour-là. Et ça, je pense que sur des courses tactiques vraiment comme ça, où ça accélère beaucoup sur le dernier 200 mètres, je pense que il me manque encore un petit peu et c'est quelque chose que je peux travailler, je pense. Tu es encore très, très jeune. Comment tu as vécu les mondiaux de Budapest? Toi, à titre personnel, ça s'est bien passé, Mhm. demi-finaliste mondial à ton âge. Oui. Mais bon, même si tu étais sur place, je suppose que tu as suivi les commentaires en France du Mhm. manque de résultats de l'équipe de France. Bien sûr. Quand on est dans l'équipe de France, comment on vit les choses? Est-ce que déjà tu suivais un peu ce qui se disait ou tu étais dans ta bulle? Comment tu l'as vécu? Bah, quand il y a eu les séries, je savais que bah, le 800 mètres, on attendait beaucoup de nous parce que on faisait un peu partie des potentiels médaillables. En tout cas, un de nous trois pouvait prétendre à une médaille. Et donc, quand on est passé tous les trois, je pense que il y a une certaine, comment dire, il y a des espoirs qui se sont reposés un peu sur nous. À ce moment-là, j'étais quand même concentré dans ce que je faisais. Enfin, j'étais dans ma bulle, comme tu dis. Mais par contre, quand du coup on a fait les demi et que tous les trois on n'est pas passé, là j'ai senti la déception un peu de tous. Alors pour moi c'était différent quand même parce que les gens avaient tendance à dire que vu que j'étais le plus jeune et que soi-disant j'avais fait le meilleur résultat, même si bon en soi ça veut rien dire, on est tous les trois demi-finalistes et puis on était sur trois demi différents donc c'est pas comparable. Mais ils trouvaient que enfin moi c'était pas un résultat décevant, même si je pense que enfin, pour moi, ça restait décevant dans le sens où j'étais aux portes de la finale, quoi. Mais je sentais quand même qu'il y en avait beaucoup qui disaient, ah bah, ça y est, les trois mousquetaires, bah, ils sont plus là. Je sais plus ce qu'ils disaient là, tous les mots qu'ils utilisaient pour C'était, décrire. c'était pas juste vous, c'était vraiment assez Oui, général. oui, oui, c'est ça. Mais là, c'était encore un espoir de briser. Et je pense que les gens, ils attaquaient beaucoup aussi. Comment c'était qui d'autre? Ils ont attaqué beaucoup les hurdlers quand ils ont fait la finale, alors qu'ils étaient en finale pourtant. Ouais. Ils pouvaient difficilement faire mieux, même si je pense qu'ils ont la possibilité d'arriver sur une médaille. Mais ouais, non, non, je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment critiquer et malheureusement, on doit faire avec, hein, c'est comme ça. Et puis, on a bien sûr eu des résultats, enfin des messages d'encouragement aussi, on en a eu énormément. Et moi, j'en ai vu énormément pour ma part, en tout cas. Et donc, bien sûr, ça donne envie de juste faire mieux pour l'année prochaine. Mais ouais, moi, j'ai pas ressenti non plus un énorme malaise, entre guillemets, au sein de l'équipe de France. Je pense qu'on était entre guillemets, on s'attendait tous à ce genre de réaction. Et il fallait qu'on fasse avec. Et puis, moi, je vous avoue, ça m'a pas plus impacté que ça, en tout cas. Et tant mieux. Après, tu peux Oui. pas, un athlète peut pas porter sur ses épaules. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est tellement facile quand on est devant son écran, à la télé ou sur son téléphone de critiquer. Quand on est sur la Mhm. piste, c'est autre chose, hein. Tu vois, moi, je suis Mm. pas athlète, mais le simple fait de parler des athlètes, ça vous rend, vous êtes des humains. Vous avez le droit Oui, de vous planter. Vous avez le droit. Ah oui, vous avez le maillot de l'équipe de France, mais bon, vous êtes des humains. c'est clair. C'est tellement facile de critiquer. Qu'est-ce que tu as appris cette saison, de façon générale? On t'a parlé de la confiance tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres Mhm. choses?
Non, bah, je pense que, bah, ça rejoint un peu ça, c'est que j'ai appris que je pouvais, rivaliser maintenant avec les meilleurs mondiaux et que, bah, l'année prochaine, je pouvais jouer, enfin que je pouvais vraiment, avoir de gros objectifs en tout cas. Et puis oui, bah, voilà, comme tu dis, c'est une confiance en plus d'engranger, là, j'ai appris comment c'était un championnat du monde, senior. J'ai appris aussi c'était quoi, la médaille d'or, internationale. Et ça, c'est quelque chose de sympa aussi. Oui. Surtout quand elle est partagée avec, bah, mon ami Paul qui avait fini troisième aussi. Donc non, non, ça c'était vraiment un super moment aussi. Donc ouais, non, j'ai appris beaucoup de choses et puis aussi bien sûr, ça c'est important qu'il faut à souligner quand même, c'est que moi j'ai changé de coach, cette année, enfin du coup l'année dernière. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon ancien coach, bah, lui, il pouvait plus, exercer sa fonction de coach. Enfin, il avait des soucis à côté, et cetera. Et donc naturellement, je me suis tourné vers Boris Le Heloko, donc le coach, actuel. Et en plus, ils se connaissaient tous les 2, donc ça s'est fait, sans réel problème, en fait. Et donc, bah, forcément, au début, bah, je sais qu'il y en a, ils la transition avec des coachs, ça peut être difficile et au final, moi, bah, ça s'est super bien passé et en fait, c'est limite comme si j'avais pas vraiment changé de coach. Juste, j'ai eu quelques trucs en plus qui se sont ajoutés, mais normal pour un athlète, en fait. Ouais. Et puis, ouais, ça s'est super bien passé, donc ça, vraiment, je suis content aussi. Et tu as changé de coach seulement ou de groupe d'entraînement aussi? Groupe d'entraînement aussi, ouais. Parce qu'avant, du coup, j'étais à Étampes, donc là où j'habite, avec, tout le petit groupe qui est là-bas, que je vois encore, de temps en temps. Ça me fait plaisir de les voir, quand je vais les voir. Et puis maintenant, je suis à Évry, dans le groupe d'entraînement à Évry. Du coup, c'est un groupe qui est quand même un peu plus, on veut dire, un peu plus professionnel dans le sens où bah, on est beaucoup à aller, surtout chez les jeunes, championnat de France jeunes, etc. Là où Étampes, bah, j'étais quasiment le seul. Donc ouais, il y a quand même une certaine rigueur qui est quand même plus élevée, où il y a plus d'attentes dans ce groupe et ça, j'aime bien aussi. Ok. Et donc les deux coachs ont communiqué. Comment s'est passée la transition entre eux? De base, moi, j'étais un peu perdu parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, parce que je voulais rester là où je suis, dans le sens où j'ai mes études. Parce que moi, j'habite du coup chez mes parents, mais du coup, je n'avais pas trop envie d'aller quelque part d'autre dans un nouveau club. Je voulais rester à l'Athlé 91. Et donc Évry, en fait, Étampes, Évry, tout ça, c'est une section, c'est des différentes sections qui Ok. regroupent Athlé 91. Et puis, bah, Boris, je savais que c'était un ancien coureur de 800 mètres. Et bah, pour moi, c'était naturel d'aller le voir. Et mon coach et Boris, ils se connaissaient très bien d'avant déjà. Et puis même maintenant, ils sont collègues à l'université d'Evry. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. J'ai vu que tu t'étais mis à la muscu récemment Ouais, avec le nouveau coach. c'est ça. Bah, c'est ce que je dis quand je parlais de choses qui sont ajoutées, ça en faisait partie du coup. Là où justement, je pense qu'avec mon ancien coach, j'ai eu beaucoup de bonnes bases. Mais il y a eu certaines choses qui, du coup, bah, forcément, qui ont été un peu délaissées, dont tout ce qui est la partie muscu, etc. Après, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, je reste encore assez jeune, donc c'est des choses qui se mettent pas en place des cadets, quoi. Enfin, Ouais. je pense que la muscu, ça se met en place un peu plus tard. Donc voilà, cette année, j'ai commencé ça tranquillement, et puis bah, on va continuer ça sur cette année. Et tu as déjà vu les effets, le fait de faire de la muscu? En fait, je saurais pas comment expliquer les effets directement, en tout cas. Mais de ce que je vois sur la saison, comment elle s'est passée, et cetera, je pense que ça n'a pu être que bénéfique. Mais après, je saurais pas dire, l'effet vraiment qu'il a sur moi, en tout cas. Ok. T'as quel type de relation avec tes coachs en général? Est-ce que vous échangez beaucoup? Oui, oui, alors très, très beaucoup, bah, surtout, messages, tout ça, on parle quasiment tous les jours. Que ce soit pour l'entraînement et puis même pour un peu, le en dehors, tout ce qui se passe avec la fédé, et cetera, bah, mon coach, il est mis au courant, donc ça, on en parle entre nous aussi. Ouais, non, c'est une relation saine. On s'entend bien, on peut rigoler, mais sans que pour autant ça soit, enfin, ça reste mon coach, quoi. C'est pas un ami, c'est mon coach avec qui, mais que je fais confiance et avec qui, bah, j'aimerais continuer le plus longtemps possible, oui. Ils t'accompagnent en compète? Ouais, quand il peut. C'était un peu plus compliqué, mais
Sinon, il m'accompagne dès qu'il peut. Oui, oui, il est là. Vous discutez avant la course? Ça, par contre, c'est différent parce que, bah, justement, avec mon ancien coach, enfin, il était rarement là, en tout cas, en compétition. Donc, j'ai toujours appris, en fait, à être autonome dans ma préparation enfin, sur ma compétition, en fait. Donc, en soi, quand je suis en compétition, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça change pas ma façon d'être. Je sais ce que je dois faire, en fait. Je fais ce que je fais d'habitude. Et puis, à la limite, on parle de la course, mais si on parle de la course, c'est soit le jour d'avant ou alors le matin. Puis encore là, c'est juste, bon allez, bonne chance et donne tout et voilà, c'est pas. Ok. Le matin d'un meeting, par exemple, tu Mmh. fais un petit réveil musculaire, quelque chose, ou tu fais rien? Le matin, je fais rien, non. À la limite, je marche dehors. Le jour d'avant, oui, je fais, une pré-compète. Donc en gros, je fais mes gammes, enfin footing, gammes et cetera, ce que je ferais, pour ma compète et après, au lieu de faire un 800, bah, je vais faire, un 200 mètres par exemple. Ça peut être un 200, un 250, ça va dépendre des moments, mais c'est juste, ouais, histoire de mettre en route sans pour autant se fatiguer, quoi. Ok. On parlait du 800 français tout à l'heure. Mmh. Ça fait partie des disciplines. Traditionnellement, il y a la perche homme ou le 110 Mmh. où il y a un sacré niveau. Le 800 homme fait partie de ces disciplines-là Bien maintenant. sûr. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est une émulation? Est-ce que tu te dis, moi, j'ai la triple nationalité, j'aurais peut-être dû choisir un des deux autres pays? J'ai envie de dire, l'Algérie, Oui. ça aurait été plus compliqué, hein. Après, en Allemagne, je crois, il y a aucun coureur de 800, en tout cas au championnat du monde, il y en a eu aucun. Mais ouais, non, non, je suis content de faire partie de cette génération malgré tout, dans le sens où, bah, ça montre que faire, partie des meilleurs dans une telle génération, bah, forcément, ça donne quelque chose en plus et non, non, je suis super content et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on s'entend tous super bien. Enfin, bien sûr, il y a une rivalité, il y a de la compétition, on va pas se faire de cadeaux, mais on va être content pour l'un, pour l'autre, pour ses records et cetera, pour ses podiums et donc ça c'est chouette. Ça, je pense que ça aide aussi, bah, justement, ça crée une émulation, ça crée une envie de vouloir, bah, de dépasser les autres et c'est pour ça que je dis, là, on est tous les 3 à avoir été au championnat du monde et tous les 3 à faire partie des meilleurs mondiaux. Même on peut compter Asdin qui est dedans parce que même s'il a fait sa saison sur 1500, il a quand même fait un meilleur temps que moi sur 8. Donc ouais, non, ça, c'est quelque chose de fou. Et puis, ce que je disais, c'est que faudra faire attention derrière aussi. Parce que derrière, ils seront là, ils auront les crocs aussi pour faire des bons chronos et essayer d'aller chercher une qualification au JO. Puis il y a le recordman de France qui a pas dit son dernier mot. Mais c'est ce que j'allais dire. Je pense que Pierre-Ambroise Boss, il aura ses cartes à jouer aussi. Donc je pense que les championnats de France de l'année prochaine seront, je pense, les meilleurs championnats de France sur 800 qu'on aura vu en termes de niveau en tout cas. Ça va être beau. Mais Ouais. d'ailleurs, tu as participé aux Europes de Munich Oui, et tu as, entre guillemets, bénéficié du forfait de c'est ça. PAB, c'est ça? Ouais. Comment tu l'as vécu? Parce que j'avais lu dans une interview que tu disais que bah, tu pouvais pas en arriver à espérer qu'il soit forfait, même si tu savais que son forfait était une bonne nouvelle pour toi. Comment tu as vécu les choses? Mais en fait, je savais déjà qu'il était forfait pour les championnats du monde, et sauf que il laissait encore la possibilité de revenir pour les championnats d'Europe. Et sauf que moi, bah, ça m'arrangeait pas dans le sens où pendant tout le mois de juillet, parce que les France Élite, c'était quand? C'était fin juin. Et je crois que la date de la parution de la sélection à Munich, c'était début août, un truc comme ça. Donc ça veut dire que tout le mois de juillet, bah, je m'entraînais sans savoir si j'allais à ces championnats ou pas. Et donc c'était ça qui me. Donc, je savais pas comment gérer ça en fait. Parce que tu savais que s'il était forfait, automatiquement, tu étais pris? Oui, enfin c'est ce qu'on me laissait sous-entendre en tout cas. Ok. Parce qu'après ça se jouait, je crois que ça se jouait entre moi et Hugo Houillez parce qu'on avait fait le même chrono, mais vu que j'avais battu Hugo Houillez au championnat de France, et bah je crois que j'avais la place devant lui. D'accord. T'en es où côté études? Là, je suis en école d'ingénieur en agroalimentaire. Ok. L'école d'AG, elle est en 5 ans. Je fais le cycle de prépa, donc c'est une prépa intégrée. Là, j'ai pas aménagé, donc j'ai fait en 2 ans classique. Et après, il y a le cycle ingénieur qui du coup se fait en 3 ans normalement, et là, moi, je le fais en 5 ans ou 6 ans. Là, sur le cycle ingé, du coup, bah, je finis ma quatrième année.
L'aménagement, il consiste en quoi? Qu'est-ce qui change? Bah donc, il y a 2 ans, j'ai commencé ma troisième année. L'année dernière, j'ai fini ma troisième et j'avais un peu de quatrième année aussi. Donc Ok. j'étais sur 2 classes différentes. Et là, cette année, je fais de la quatrième année. Donc en gros, je suis sur du 2 tiers par an, ce qui me laisse quand même vraiment le temps de m'entraîner, enfin d'avoir mes fins d'après-midi de libre pour pouvoir m'entraîner. Il y a même au moins un jour dans la semaine où j'ai pas cours. Et du coup, là, je peux soit doubler ou alors je peux m'occuper un peu de tout ce qui est kiné, etc. Donc ça, c'est important, je pense aussi. Oui, parce que j'avais vu que tu doublais pas souvent par Non, rapport à d'autres. C'est à cause de tes études ou ça n'a rien à voir? non, même pas. C'est que de base, je m'entraînais pas beaucoup. Enfin, j'ai toujours été à 5 entraînements, ou enfin, il y a même il y a 2 ans encore, je pense que j'étais à 5 entraînements par semaine. Et puis, bah, en fait, c'est ça, c'est petit à petit, peut-être qu'on va rajouter un entraînement en plus. Mais je pense que la façon dont je m'entraîne, et puis surtout, moi, je suis pas quelqu'un qui fait énormément de foncier. Parce que techniquement, sur ce que je fais, peut-être que dans la semaine, je vais faire que 2 footings, on va dire, où la séance, c'est un footing, je vais en faire que 2. Alors que je pense, tu parles à d'autres demi-fondeurs, ils vont en faire 5, 6 peut-être. Moi, c'est vraiment plus du entraînement, on va dire, qualitatif. Et ouais, c'est juste une autre façon de s'entraîner, mais qui, je pense, marche tout aussi bien et qui, en fait, ça dépend de l'athlète, quoi. Donc tu penses pas que ça va évoluer avec le temps? Bah, si, ça peut peut-être s'améliorer, mais je pense que ça va être, par exemple, je sais pas, peut-être que au fur et à mesure, je vais rajouter une deuxième muscu, ou alors ça va être peut-être se concentrer sur une séance vraiment muscu et une autre séance plus haltérophilie. Je sais pas, en fait, peut-être que c'est des types de séances qui vont se rajouter en plus, mais sur la forme, ça va rester la même chose. Ok. Et en termes de soins, de tout ça, tu as aussi Mhm. beaucoup de choses? Bah, du coup, j'ai mis en place le kiné l'année dernière. Voilà, pareil, j'ai des bottes de récupération maintenant. Donc ouais, ça, pareil, petit à petit aussi, tout ce qui est boisson de récupération, ça va commencer à se mettre en place cette année. Donc ouais, petit à petit, c'est des petites choses à côté. C'est de la prévention de blessures et c'est aussi de l'optimisation qui va me permettre, je l'espère en tout cas, de grappiller des centièmes et des dixièmes. Oui. Mais alors, à la base, tu visais peut-être plus Los Angeles 2028. De base, c'était ce qui était prévu, oui. Je sais que, enfin, du coup, c'est marrant parce que après ma médaille au championnat d'Europe junior, donc en 2021, j'avais été invité à un stage Ambition JO 2028. Donc c'était à Liévin, c'était un truc, c'était quelque chose en salle, donc c'était super sympa. Et au final, bah maintenant, je fais partie du Ambition 2024, donc je trouve ça marrant. Oui. Mais oui, non, de base, je pense que c'était un peu, on me plaçait plutôt dans cet objectif-là que dans celui de 2024. Tu penses qu'il y a un âge idéal pour le 800? Je sais pas, j'avais regardé un peu les âges des différents champions olympiques, mais je m'en souviens plus. Mais je sais pas, je pense que l'âge de 25-26 ans, il est vraiment idéal. Donc bon, j'en suis encore à quelques années, mais j'ai pas envie de me dire que justement, ok, bon bah, ok, c'est pas grave si maintenant t'es pas en forme, à 25 ans, c'est maintenant que tu seras le meilleur. Je me dis autant être maintenant très très bon et puis essayer de garder ça sur le plus longtemps possible. Donc, l'objectif pour l'année prochaine, tu vas faire la saison en salle ou tu sais pas encore? Je sais pas encore, mais je pense pas. Là, j'étais censé reprendre cette semaine, mais bon, vu que je suis un peu malade là, un peu compliqué, donc bon, on en a parlé un peu avec le coach vite fait, mais je pense que la saison en salle, on va comme l'année dernière, on va pas la faire. Ou à la limite, on va faire une petite sortie histoire juste de voir ce que ça fait de courir un 800 après si longtemps. Peut-être aussi refaire un petit peu de cross comme j'ai fait l'année dernière, même si bon, c'était pas pour la place que je le faisais, hein, c'était vraiment juste pour courir un peu et faire on va dire de la compétition. Et puis ouais, après, ça va être à base de stages. Tu vas où en général? Cette année, on a fait beaucoup l'Espagne. J'étais allé à Tenerife pendant l'hiver. La période avril, j'étais parti à Malaga et à Séville. Donc j'avais fait une semaine Malaga, une semaine Séville. Et là, cette année, bah, je vais aller à Font-Romeu pendant 2 semaines. Donc là, cette semaine, on va à Saint-Malo avec l'équipe de France. Ok. On a un regroupement avec l'équipe de France à Saint-Malo. La semaine d'après, du coup, je pars à Font-Romeu pendant 2 semaines.
Et le mois de décembre, on va avec, pareil avec toute l'équipe de France en Afrique du Sud. Pour aller à Font-Romeu, j'avais lu quelque part que c'est assez cher, non, d'aller à Font-Romeu? Oui, c'est cher, mais enfin, je trouve que tout ce qui est location, etc., c'est pas le plus cher. Enfin, ça passe si tu y vas en tant que externe, c'est-à-dire pas dans le, comment ça s'appelle, le Krebs là, Ouais. et que tu y vas avec des gens, avec des groupes d'entraînement et tout, en vrai, ça va. Après, c'est vrai que quand tu vas au supermarché pour acheter tout ce que tu as besoin de manger, je crois que là-bas, c'est quand même un peu cher vu que c'est en montagne. Donc ouais, non, forcément, c'est un budget quand même. Mais bon, je pense que le fait qu'il y ait l'altitude, tout ça, et puis il y a quand même de belles infrastructures. Donc non, c'est cool. Et puis je sais que là, il y aura la Fédé sera présente aussi à Font-Romeu, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui y seront. Donc je pourrais bénéficier de certains examens ou je sais pas ce qui va être mis en place, mais je pourrais en bénéficier en tout cas. Donc je pense que c'est important. Oui. Tu vises les Europes de Rome aussi, avant les Jeux? Ouais, carrément. Non, parce qu'on parle beaucoup des JO, mais je pense que justement les Europes à Rome, ils vont être très importants. Moi, j'aime pas dire ça, mais je pense que pour tous les Français qui vont nous regarder, s'ils voient que l'équipe de France elle fait pas des bonnes choses à Rome, ça va beaucoup faire jaser, ça, dans la façon négative en tout cas. Donc non, je pense qu'il faut quand même penser au championnat d'Europe à Rome, qu'on soit bien en forme. En tout cas, moi, c'est un objectif hein, avant les JO, c'est de faire une très très bonne place là-bas. Et puis je pense que ouais, il faudra passer par là pour déjà avoir une petite idée du niveau de forme et de voir comment les adversaires vont être aussi. Ouais. Donc ouais, Oui, c'est vrai que s'il y a des bons résultats à Rome, il y aura une bonne dynamique dans c'est les ça. médias, tout Je ça. pense que ça va être important. Je dis ça par rapport à ceux qui nous regardent, mais je pense que pour nous aussi, si on fait des résultats à Rome, ça va nous pousser et ça va nous donner envie pour les JO encore plus. Ouais. Comment tu gères l'enchaînement des courses en grand championnat? À Espoo, donc en Finlande, au championnat d'Europe espoir, j'avais très mal géré la série. C'est dû à un stress. Je pense que c'était un peu le stress d'être le favori. C'est un truc que j'avais jamais expérimenté encore. C'était pas sympa. J'étais vraiment, je sais pas, j'ai eu une perte de confiance de ce que je pouvais faire, alors que pourtant, je partais quand même avec une avance raisonnable. Mais je sais pas, ouais, j'avais eu peur. Et ensuite, par contre, sur la finale, j'étais beaucoup mieux, je me sentais beaucoup mieux. Mais sinon, comment ça se gère, c'est quand on a un jour d'écart, sur le jour, on n'a rien, c'est beaucoup, bah, c'est récupération, on essaie de se détendre, on essaie de pas trop penser au lendemain, on essaie de rigoler un peu sans pour autant s'enlever complètement de la compétition. Et puis, bon là, cette année, j'ai pas eu l'occasion de le vivre ça, mais je crois qu'aux Jeux Olympiques, il est possible qu'on n'ait pas 2 jours d'écart entre les. Ah, non, c'est parce que. Ah oui, c'est parce qu'il va y avoir le tour de repêchage. Bon, j'espère que je vais pas passer par le tour. Si j'y vais, en tout cas, je vais pas passer par ce tour. Mais entre la série et le tour de repêchage, du coup, il y a pas de jour de récupération. Donc là, pareil, il va falloir gérer ça autrement. Ça, je l'ai jamais fait encore. Donc on verra. Mais ça, pareil, ça va être des soins et puis bien dormir. Mais c'est dur le tour de repêchage parce que c'est déjà ceux qui sont en difficulté Mmh. et on leur rajoute un tour. C'est ça. Ben je sais pas, parce que du coup, je crois que c'est la première fois qu'ils le feront l'année prochaine. Donc c'est techniquement, la logique voudrait que quelqu'un qui passe en tour de repêchage n'arrive pas jusqu'en finale. Oui. Mais je comprends pas la logique d'enlever du coup ceux qui sont censés être repêchés normalement. Autant, bah, au lieu de se qualifier direct en demi, tu les remets sur une course. Et mais en vrai, je sais même pas comment ça va se passer. J'ai pas tout suivi là-dessus. Après, parfois, ils testent des trucs et puis ils se rendent compte que ça marche pas. Ouais, ouais, bah, on verra. Alors, j'ai une petite question de la fin. Je vais t'en poser 8. Si t'avais été coureur de 15, t'en aurais 15, mais t'en as que 8. Ah oui, ouais, heureusement. Ta piste préférée? Ma piste préférée, bah, si je compare sur cette année, je dirais, je pense que Bruxelles, elle était vraiment bien. Bruxelles, ouais. C'est la nouvelle piste en plus. Ils ont changé la piste cette année, Ah je ouais? pense. Je sais pas, je sais pas. Avant, la piste commençait vraiment à devenir vieille, il y avait des Mmh. trous, ça devenait un peu risqué. Et c'est une Mmh. nouvelle piste de cette année. Quand le lactique monte, est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes? Est-ce que tu te dis qu'est-ce que je fous là? En vrai, je me dis rien dans ma tête, juste j'essaie de rester placé. Parce que je pense que c'est vraiment c'est quelque chose d'important dans ce moment-là,
j'essaye de rester le mieux placé possible et je pense que ça aide. Donc ouais, ça va être vraiment ça et puis ouais, de tenir jusqu'à la ligne, quoi. Et après tu peux tomber si tu veux. Et puis c'est sans doute mieux de penser à autre chose qu'à la douleur. Oui, oui, oui. Alors, la prochaine question est absolument existentielle. Est-ce que tu mets d'abord les 2 chaussettes puis les 2 chaussures? Ou est-ce que tu mets d'abord chaussettes, chaussures d'un pied et après chaussettes, chaussures de l'autre pied? Bah, alors, moi ça tombe bien vu que je mets pas de chaussettes. Donc Ah, dans les pointes, tu veux dire? oui, dans les pentes. Mais non, sinon, dans les chaussures classiques, je mets chaussettes les 2 d'abord et après mes chaussures. Est-ce que tu as un péché mignon? Mmh. Est-ce que j'ai un péché mignon? Heu, allez, les churros. Churros, OK, Ouais, les churros. très bien. Tu t'autorises des churros régulièrement ou hors saison? En hors saison, oui. Mais sinon, non, parce que ça, c'est vraiment le truc, bah, juste quand tu penses à quelque chose de gras sucré, je sais pas, tu penses même salé, ça combine tout, donc non, tu peux pas. Est-ce qu'il y a un super pouvoir que tu aimerais avoir? Oh, la téléportation, je pense, c'est pas mal. Si tu gagnais une grosse somme au loto, t'en ferais quoi? Je sais pas ce que j'en ferais, mais en tout cas, je le dépenserais pas d'un coup, ça c'est sûr. C'est le truc à pas faire. Non, en vrai, je me fais plaisir avec une partie. Je sais pas, voyage, une belle maison, voiture, tout ça. Je fais profiter à la famille et puis après le reste, je le garde pour plus tard. Classique. Est-ce qu'il y a un job pour lequel t'es absolument pas la bonne personne à recruter? Mmh. Ah, j'ai jamais pensé à ça. Je pense que tout ce qui est dans je saurais pas un métier en particulier, mais tout ce qui est dans l'art, je sais pas, genre designer ou un truc comme ça, ou alors dans l'informatique. Alors ça, c'est pas pour moi, vraiment, faut pas me demander ça. Qui tu choisirais pour jouer ton rôle dans un film? Si un jour il y a un biopic sur toi, tu veux quel acteur pour jouer ton rôle? Mmh. Ah, comment il s'appelle déjà? Ah non, j'ai plus le nom de l'acteur là. Bon, techniquement, je pourrais dire Brad Pitt aussi, Tu peux dire Brad Pitt. mais Je attends. sais pas ce qu'il vaut sur 800 mètres, mais Non, mais je sais plus parce que moi, en fait, je me rappelle à l'époque, il y avait Pierre-Ambroise Boss, c'était Matt Damon, voilà. Pierre-Ambroise Boss m'avait dit que, parce que c'était un moment où j'avais une coupe de cheveux où j'avais la raie au milieu et mes cheveux étaient comme ça, et Matt Damon, il avait ça à un moment, quand il était jeune. Je crois que c'était la première fois que Boss, je sais pas dans quelles circonstances, mais on s'était vu en visio, et il me dit, waouh, Matt Damon, et il m'avait dit ça direct. Et du coup, bon, juste pour l'anecdote, je dirais Matt Damon, quoi. très bien. Et la question bonus, c'est celle que je pose à tout le monde. Ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel. Qu'est-ce Mhm. que toi t'aimes le plus dans l'athlète? Moi, je pense que c'est. Alors, moi, il y a deux choses. C'est le fait que les filles et les garçons, genre, il y a pas de. J'ai l'impression vraiment, il n'y a aucune inégalité sur ce sport. Et j'ai l'impression que c'est le seul sport où c'est un peu comme ça. C'est que tu sois un garçon ou une fille, les intentions, elles sont un peu les mêmes. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de préférence spécifique pour les garçons. Ils sont pas plus regardés, ils sont pas plus connus. Ouais, non, c'est ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et puis après, c'est bien sûr, c'est le fait que c'est un sport qui, je sais pas, qui reste quand même, c'est un sport, mais qui regroupe plein de caractéristiques différentes. Enfin, on va retrouver plein de physiques différents, plein de, et non, ça, je trouve que c'est super aussi. C'est Ouais. pas adapté à seulement une classe de personnes. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense pas. Non, j'ai rien à rajouter. C'est très bien. Merci pour ton temps. Mais pas de Et souci, ça m'a puis, fait plaisir. on te suivra avec attention l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci Yanis d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, c'est le moment de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Proposez-moi des invités et soutenez le podcast via les liens disponibles dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.